Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce vendredi de la recherche. Alors aujourd'hui, je reçois Béatrice Gisclard et Léa Israël et on va vous parler du Master 10 et des projets des étudiants du Master 10. Donc Léa, qu'on avait déjà reçu dans notre vue du Nîmes, que vous aviez peut-être suivi. Et donc on a décidé de faire une présentation peut-être un peu plus globale avec toujours le témoignage de Léa. Sur le Master 10, l'innovation sociale par le design. Et donc, peut-être vous proposer pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, on a un salut dans le chat, salut. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être vous proposer de vous présenter rapidement. Mais, Béatrice, est-ce que tu peux nous dire oui, ce que tu fais à l'Université de Nîmes? Qu'est-ce que je fais à l'université? Donc, bonjour, moi je suis designer de formation et à l'Université de Nîmes, donc je suis maîtresse de conférences en design et je suis co-responsable avec Michaela Denis du master donc design, innovation, société. Très bien, donc toi c'est le volet pédagogique et en termes de recherche, tu veux nous en parler rapidement? Quelle équipe, quel type de projet? Je fais partie... On est dans le vendredi de la recherche. Absolument, je fais partie comme tous mes collègues enseignants-chercheurs en design du laboratoire donc Project, qui est le laboratoire d'innovation sociale par le design, un laboratoire de recherche. Et sinon, moi mes sujets tourne autour de la question des risques et en fait de la réception des politiques publiques, des risques et de tout ce que ça englobe, aussi bien catastrophes naturelles, risques technologiques, voire même risques nucléaires. Et en fait, la réception par les habitants, par les usagers, et de voir en fait quelle serait leur capacité à agir justement dans son contexte et dans le cadre de ces politiques publiques. Merci beaucoup. Léa, du coup, à toi. Donc, tu es étudiante en master, du coup, 10. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Donc, moi, je m'appelle Léa Israël. J'ai fait, donc avant le master 10, un DNMA de mention innovation sociale sur Strasbourg. Et ensuite, je me suis redirigée vers le master 10 parce qu'il propose un cursus de design qui est aussi axé sur la recherche en design. Donc je suis en master et là actuellement je suis en deuxième semestre de ma deuxième année. Donc je suis en stage au CHU de Nîmes dans le cadre du laboratoire Project d'ailleurs. Et je suis avec la doctorante Julie Calmette qui travaille sur l'accompagnement du syndrome post-soins intensifs. Donc je travaille avec elle pour une durée maintenant de 6 mois jusqu'à juillet. Et après j'aurai un mémoire à valider pour septembre. Voilà. Un mémoire de recherche. Un mémoire de recherche. Donc, sachant que Julie est aussi une ancienne du Master 10. Effectivement. Donc oui, c'est vrai qu'on travaille entre plusieurs équipes avec des doctorants, des étudiants, et c'est aussi ce qui fait la force de nos projets. Donc oui, ce stage, ce mémoire que tu as à rendre, c'est peut-être pour replacer, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît bien, ça fait partie des grandes étapes dans un cursus, et surtout pour le master, le stage, c'est un stage de combien de temps? C'est un stage de 6 mois. Ouais, donc c'est un stage long, très long, puisqu'on ne peut pas faire plus long que 6 mois de toute façon. Et le mémoire, c'est un travail de fond qui est assez important. Et ça, c'est vraiment ce qui représente l'épreuve la plus importante de... Ça. Oui. En fait, on a un rendu écrit, donc sous forme de documents écrits qu'on rend à nos directeurs de mémoire. Et ensuite, on a une soutenance à passer qui, elle, se fait 2 mois après, en septembre. Et pour vraiment valider la fin du cursus. Oui. Effectivement. D'ailleurs, s'il y a des étudiants qui s'interrogent sur le Master 10 et qui voudraient venir dans le Master 10, vous avez ici une enseignante et une étudiante qui peuvent répondre à vos questions. Donc vraiment, c'est le moment, n'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, avec une si belle transition, on va peut-être passer à une petite présentation du master. En gros, moi j'aurais bien envie de commencer par une question avant de commencer le master, c'est 10 ça veut dire design, innovation, société, et ça s'intéresse à l'innovation sociale par le design. Est-ce que tu peux nous expliquer avec clarté, on sait que tu peux le faire, finalement qu'est-ce que c'est l'innovation sociale par le design? Parce que le design, les gens commencent à se représenter un petit peu, mais l'innovation sociale par le design,
c'est objectivement très peu connu. Alors en fait, une innovation sociale, c'est, comme son nom l'indique, c'est une innovation, mais c'est une forme d'innovation particulière qui n'est pas uniquement technique ou technologique, puisque ça a été en fait les premières acceptations et entendements de ce qu'était une innovation. On le voyait toujours d'un point de vue technique et quelque chose qui permettait de créer une rupture par rapport aux technologies connues avant. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que, en fait, il n'y a rien qui ne soit que technologique, puisque c'est à la fois pensé par des êtres humains et utilisé par des êtres humains, et que la dimension sociale était très importante dans notamment les usages de ces technologies, la façon dont elles étaient pensées, quelles étaient les conditions en fait de leur création et le contexte qui les voyait jaillir, on va dire, et qu'en fait c'était aussi un mythe d'imaginer une innovation comme tombant du ciel et étant en totale rupture avec ce qui se passait précédemment. Et au-delà de ça, pour dépasser ces questions techniques qui étaient aussi liées bien sûr à une dimension économique, puisque c'était dans le monde de l'entreprise qu'elles ont essentiellement pris corps. Et évidemment, là, je vais pas trop développer là-dessus parce qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps que ce live. Mais il y a eu, à un moment, le questionnement justement par rapport à cette dimension économique et le fait qu'il pouvait y avoir des innovations qui n'étaient pas que liées à une dimension économique et qui pouvaient être mobilisées par justement des personnes, des groupes de personnes. Et un des exemples les plus probants, ça a été par exemple le fait que des personnes voyant qu'il y avait un manque au niveau des crèches pour la garde de la petite enfance, que les politiques publiques ne répondaient pas à leurs attentes, ont pu s'auto-organiser de manière à pouvoir répondre à un besoin social. Et en fait, c'est social, voire sociétal, c'est-à-dire englobant des paramètres environnementaux, des paramètres qui intègrent une complexité. Et donc, cette auto-organisation, ce qui n'empêche pas une dimension économique, mais qui n'est pas le point de départ, peut être qualifiée d'innovation sociale. Et nous, dans le master et après, évidemment, dans le laboratoire Project qui est... auquel le master est adossé, puisque, petite parenthèse qui est intéressant, c'est que même dans le cursus du master, en fait, les étudiants ont la possibilité d'assister au séminaire de recherche proposé mensuellement par le laboratoire et ainsi côtoyer les enseignants-chercheurs et la communauté qui s'agrège au-delà avec les membres associés de Project. Et donc, ces innovations-là vont être posées et questionnées au sein d'environnements, on va dire, politiques publiques, mais également quand vous parlez des questions d'alimentation, des questions du care, dont justement ce live va faire l'objet, on se rend bien compte que la dimension sociale est prépondérante et qu'on ne peut pas uniquement répondre avec une innovation technologique. Donc rien n'est excluant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer ça en silo, mais il faut vraiment le voir de façon beaucoup plus large et plus interdisciplinaire. Et c'est ce qu'on se propose en fait d'aborder à la fois dans la formation du master et également par la recherche dans le laboratoire Project. Ok, alors moi j'ai une petite question complémentaire pour être sûr de bien comprendre, parce que du coup j'en profite aussi pour prendre toutes les infos. Donc c'est une manière finalement, l'innovation sociale par exemple, c'est une manière d'aborder les problématiques d'une manière globale en prenant en compte différents enjeux. Donc la question c'est, le design il est où là-dedans ? Alors le design en fait il va permettre justement cette encapacitation des habitants, des citoyens, des usagers, des patients, enfin en tout cas des personnes, parce qu'en fait il y a effectivement des choses qui peuvent être par exemple, dans une crèche, on va dire que la nécessité n'est pas forcément en termes de design, mais, et encore, pourquoi pas, mais à un moment, quand on a identifié une problématique, un besoin auquel la société ne répond pas par une mesure technologique ou une politique publique, eh bien, en fait, on va s'interroger sur les moyens de résoudre, de pallier, ou en tout cas d'apporter une forme de réponse à cela. Et en ce sens,
Le design va permettre non seulement d'apporter des propositions concrètes à travers des dispositifs, des prototypes, mais également va accompagner sur... on a coutume de dire que le design, c'est pas seulement proposer des solutions, et ce n'est pas que ça, mais c'est aussi une façon de reformuler le problème. C'est une façon d'accompagner en fait des citoyens vers une forme d'expertise, puisqu'ils ont une expertise à eux, bien sûr, en tant que citoyens de leur santé, de leur territoire, de ce qu'ils connaissent dans leur quotidien et leur expérience, mais de pouvoir les accompagner à la fois en leur permettant de reposer le problème d'une manière plus large, plus englobante, et ensuite de les accompagner à travers via une méthodologie de design, bien sûr, mais ensuite à travers des outils et des propositions concrètes, créatives, qui leur permettent de gagner en expertise et de pouvoir mieux répondre à leurs problématiques. Et tu parles de méthodologie de design, donc en fait c'est finalement peut-être la démarche du design. Le rôle du designer dans tout ça, c'est d'être garant d'une démarche et d'une méthodologie pour accompagner justement les transformations, toutes les évolutions nécessaires guidées par les situations. Et puis, c'est aussi le fait de ne pas voir les individus comme étant simplement passifs, c'est-à-dire subissant leur environnement, mais également de le reconnaître à travers ce qu'on appelle effectivement cette expertise d'usage, de ne pas, par exemple dans le cas du CARE dont on va reparler, c'est de ne pas les voir comme étant uniquement des patients qui subissent, des personnes vulnérables, moi, pour la partie des risques, mais de pouvoir au contraire les accompagner dans cette capacitation à faire quelque chose. Et donc pour pouvoir faire, c'est pas uniquement sur la partie comment dirais-je, d'échanges qu'on peut avoir avec eux, parce que finalement, des idées, tout le monde en a, mais ensuite de pouvoir les concrétiser à travers des outils, des dispositifs, c'est là où le design va pouvoir intervenir. Ok. Eh bien, merci. J'ai tout compris. Quelle chance. Non, c'est très clair, et je trouve que c'est une matière qui est passionnante. Alors moi, j'ai découvert finalement depuis assez peu de temps, où vraiment je me suis intéressé en voyant les restitutions des travaux des étudiants. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est cette démarche-là, en fait. C'est de voir comment les designers s'emparent des problématiques et conduisent une démarche très complète, très globale, avec des résultats qui sont toujours très innovants, souvent inattendus et toujours très efficaces aussi. Donc, c'est ça, plus que finalement le problem solving, c'est vraiment d'arriver à questionner et d'élargir le champ, parce que les designers n'ont pas nécessairement la bonne réponse ou la réponse. Il n'y a jamais de réponse unique en fait. Il y a quand même une réponse. Mais en tout cas, bien sûr, il y a une proposition. Je comprends que tu insistes sur le fait que ce soit se reposer la question, être dans la réflexion, important. Mais moi je trouve que dans votre démarche, que ce soit sur les projets des étudiants ou les projets des chercheurs, il y a des solutions. Et plus que de dire on pourrait faire ça comme solution, c'est la solution, elle est créée, testée, mise en œuvre, et il y a du feedback qui est fait ensuite sur les propositions. Donc c'est vraiment des démarches qui vont jusqu'au bout dans la proposition, quoi. Avec cette approche qui est qu'on va toujours dans l'idée que la personne n'est pas passive, c'est aussi dans l'idée qu'on va pouvoir co-créer avec elle, co-créer, là-dessus, je veux dire, il y a encore moult débats sur la question de la création, de la conception, mais c'est en tout cas de les faire participer justement à la démarche. Alors, tout le monde n'est pas designer, c'est sûr, mais en tout cas, de les intégrer à la démarche permet justement de proposer des choses qui sont au plus près de leurs besoins, d'être en capacité d'écoute, et puis d'avoir cette possibilité aussi en innovation sociale par le design, de ne pas mobiliser uniquement, si par exemple on est de formation design graphique, design produit, design d'espace ou autre, c'est de ne pas avoir une solution, une proposition qui est uniquement guidée finalement par l'outil, mais d'élargir ces possibilités de manière à ce que en fait on puisse répondre avec les approches qui seront les plus pertinentes pour le besoin des
les usagers et de les accompagner dans ce que Alain Findeli appelait la réception aussi du design, c'est-à-dire on ne vient pas juste te poser voilà, ton téléphone et puis après on s'en va, mais c'est aussi de voir comment les choses peuvent évoluer, parce que c'est jamais figé par nature et que c'est amené à évoluer dans le temps. Merci. Non, mais c'est passionnant comme thématique. Prochaine question, c'est est-ce que les designers sont des super-héros? Mais je te laisse quelques minutes pour y réfléchir, évidemment. Et ils ne portent pas tous de cape. Du coup, la question d'après, c'est le Master 10. Oui. En gros, par rapport à cette notion générale, le Master 10, qu'est-ce qu'il apporte? C'est quoi son rôle? À quoi il forme les étudiants? Mais alors, il est multiple, là, évidemment. Son rôle, c'est bien entendu déjà, en premier, de former des professionnels du design. Donc ça paraît assez évident. Donc, de les outiller, là, pour le coup, avec à la fois des apports théoriques, parce que nous sommes à l'université, des apports théoriques et des apports pratiques. Et surtout, de pas le figer, justement, dans une forme de réponse. En fait, c'est ça qui est important, de pouvoir justement les accompagner sur la multiplicité, en fait, et sur les questions assez larges que les enjeux environnementaux et sociaux nous adressent actuellement. Et en fait, pour certains qui choisiraient de poursuivre, de pouvoir également les accompagner vers la recherche, parce que Léa le disait, c'est vrai que le dernier semestre en fait, du master est un semestre où à la fois les étudiants font un stage, donc dans une entreprise, un organisme, une collectivité, mais ils ont en parallèle à rédiger un mémoire et qui est vraiment un mémoire scientifique, un mémoire de recherche, et de pouvoir, où ils ont à définir une problématique, poser des hypothèses et voir dans quelle mesure ce qu'ils vont développer pourra ou pas y répondre. Donc il y a et c'est pour ça justement qu'il y a vraiment cette spécificité d'avoir le master adossé au laboratoire Project qui représente vraiment un intérêt et en tout cas une possibilité d'interdisciplinarité qui n'est pas partout ailleurs. Et puis, autre élément important, parce qu'évidemment, il y en a d'autres qui font ça, c'est-à-dire qu'on est avec 5 projets de design donc, qui s'étalent sur un semestre, et ces projets sont issus d'une commande réelle. Donc, il y a plusieurs comment dirais-je, catégories, enfin plusieurs différents projets de design, donc à la fois design politique publique, design social, design équerre, design risque et territoire, là évidemment, design et espace public. Et on va aller chaque année trouver des commanditaires qui vont accompagner les étudiants, qui vont leur ouvrir en fait leur univers parce que politique publique, ça paraît très abstrait quand on arrive comme Léa ou tous ses camarades d'une formation, soit de licence 3, soit d'une école d'art, ou enfin, voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'une politique publique, comment ça s'inscrit, à quelle échelle, etc. C'est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre que par la théorie. Et donc, à travers ces différentes commandes, ça leur permet d'être avec les bénéficiaires, de façon très large, patients, habitants ou autres. Et là, par exemple, les M1 de cette année travaillent avec le CCAS de Marseille sur la question de l'habitat intergénérationnel. On a des sujets assez vastes. Ils ont également travaillé sur la question du risque nucléaire avec Orano. Donc, vous voyez, le spectre est très, très vaste. Et à partir de là, ça va leur permettre donc, de développer un projet qui reste un projet pédagogique, évidemment, mais avec une commande passée de façon réelle et de ne pas rester dans une dimension fictive et de leur permettre aussi de se retrouver avec un territoire, avec des vraies personnes, on va dire, et non pas simplement des personas qui peuvent également mobiliser dans leur méthode. Oui, du coup, un panorama très, très large dressé de ce master. J'ai une petite question en termes d'insertion professionnelle. Est-ce que alors peut-être que tu n'as pas de visibilité, mais mais ça m'intéresse. Du coup, je pose la question quand même. On n'a pas tout préparé. C'est très spontané. C'est vrai. Non, en gros,
Vers quel type d'emploi vont les étudiants qui sont diplômés du Master 10 ? Alors, comme je disais, il y en a quand même... Sans avoir des stats. Oui, bien sûr, il n'y en a oui. qu'une minorité, en fait, qui va, sur l'ensemble, hein, il n'y en a qu'une minorité qui va aller vers la recherche, parce que un doctorat, effectivement, c'est pas... ça ne convient pas à tout le monde. Et en fait, après, je trouve que c'est assez varié. On a donc beaucoup qui vont aller dans le monde professionnel, on va dire classique, au sens de agence. Et là, on a parmi nous dans cette salle justement une étudiante qui travaille à l'agence La Bobine, qui est en fait une agence créée par des anciens du Master 10 et qui maintenant compte beaucoup de personnes et qui va en fait, qui est une agence de design social. Donc là, elle va répondre vraiment à des problématiques posées par des commanditaires au sens large sur des questions sociales, donc quels que soient les domaines. On a des étudiants qui vont partir dans des collectivités, dans des laboratoires d'innovation publique, au sein de mairies, qui vont travailler dans des organismes et des institutions en tant que designers au service justement de ces politiques publiques. Et puis après, on a aussi une part d'étudiants qui en fait vont s'insérer de façon professionnelle beaucoup plus, comment dirais-je, pas nécessairement en design, ça arrive, mais en tout cas qui ont trouvé un terrain d'épanouissement personnel pour aller justement vers des questions sociétales plus larges. Et c'est vrai qu'on peut aussi comprendre que face au monde actuel, on puisse aussi avoir envie de s'engager, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une forme d'engagement envers les personnes et envers des questions sociétales plus larges qui font que on a aussi des étudiants qui vont aller vers d'autres métiers que le design, et c'est très bien aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est pas du tout enfermant, et les approches assez larges et assez variées, en fait, leur permettent justement d'acquérir des compétences qui vont leur permettre après de s'insérer au mieux pour eux. Donc, oui, voilà. C'est sûr que c'est certain que c'est une formation qui est très ouverte et qui ouvre vraiment l'esprit, puisque pour voir quelques-uns des étudiants de ce master évoluer, c'est sûr qu'ils ont un panel qui leur est proposé qui est quand même très très large, donc ça n'enferme pas du tout. Et la question, c'était aussi parce que moi je me suis rendu compte vraiment de la valeur de l'apport d'un designer social dans une organisation, ou peu importe ce qu'elle est. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait cette conscience-là de manière générale, alors que finalement, c'est avoir quelqu'un de ce profil-là, ça apporte toujours un point de vue très différent, ça permet d'aborder les problématiques d'une manière vraiment innovante, quoi, on peut le dire. Et donc voilà, d'où ma question, mais je suis ravi d'apprendre que dans les collectivités, on arrive à commencer à insérer des étudiants, parce que c'est sûr qu'il y a une nécessité qui est très très forte là-dessus. Et puis c'est surtout qu'il y a vraiment une formation qui est couteau suisse, enfin au sens où bien sûr qu'il y a des il y a des compétences en anglais, des compétences plus, on va dire, plus pratiques, là pour le coup plus techniques, ils vont faire... c'est ça qui est difficile, moi je trouve. C'est qu'en fait ils savent un peu tout faire, et du coup, non mais ça rentre pas dans les cases en fait. Ça rentre pas dans les cases. On a besoin de quelqu'un pour faire ça, mais ils savent faire ça, mais aussi plein d'autres choses. Oui. Et en fait, arriver à calibrer un poste dans une entreprise, une collectivité, qui soit suffisamment large, c'est pas facile en fait pour arriver à bénéficier de tout ce que peut apporter ce type de profil. Ce qu'on essaye, et en étant adossé à la recherche, forcément avec une vision un peu plus novatrice et prospective, on essaye aussi d'anticiper en formant ces étudiants au monde qui vient, c'est-à-dire au monde qui est et au monde qui vient, où on voit bien avec les enjeux auxquels on doit faire face. En fait, il faut repenser les façons et les pratiques, que ce soit au sein de collectivités, d'organismes et à toutes les échelles. Dès le recrutement, quoi. Voilà, c'est arriver à avoir cette démarche-là. Et c'est vraiment pas évident. Finalement, on l'a vu, ça fait beaucoup parler les médias sur la question des formations plus classiques, d'ingénierie, de formation aux grandes écoles, où en fait, on voit que ce sont des gens qui sont ultra formés, ultra compétents, et qui, finalement, tout ce mouvement de kit
parce que ils vivent en fait un décalage tellement énorme entre ce qui se passe dans le monde et les ce qu'on enjeux leur propose, et ce qu'on leur propose en tant que formation. Qui en fait, ok, ils ont des super outils, mais c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas à l'université de Nîmes aussi. Bien je pense entendu. qu'on peut peut-être le dire. Bon, nous, nos étudiants, ils ne pensent pas du tout ça. Complètement. Bien entendu, on n'aurait pas cette prétention, mais en tout cas, d'être en capacité en fait, à réagir et à être force de proposition par rapport à des choses nouvelles qui arrivent sans cesse. Ça, je pense qu'effectivement, c'est un des atouts du master. Après, bien entendu, ce serait la blague, voilà, de dire que ça forme à tout. Et bien entendu, ça dépend aussi des personnes, de leurs envies, de plein de choses. Mais néanmoins, ça permet en tout cas de se questionner sur un monde changeant et d'être capable de pouvoir proposer et de ne pas être déstabilisé. Et de pouvoir réagir. Voilà, d'arriver à gérer aussi ces questions d'incertitude. Ces questions mouvantes et de pouvoir inventer aussi son propre métier, sa propre trajectoire. Oui, ou sa propre structure en intégrant des profils comme ça. Parce que moi, je suis convaincu que voilà, ces profils-là, ça permet justement de pouvoir faire face à l'imprévu de manière beaucoup plus cohérente. Très bien. Et on a un bonjour de Pixel, V5i Pixel dans le chat. Salut. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le moment, vous voyez, on discute, nous on n'a pas forcément, on a quelques infos à vous donner, mais on n'a pas un cadre qui est très rigide, donc il y a complètement la place pour prendre vos questions, n'hésitez pas. J'en profite juste, petite parenthèse, le master a un site internet, donc dis.unim avec un s.fr, où là il y aura un peu plus de détails que tout ce que j'aurais pu dire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Tout ça accessible par le site Unim. Un compte Instagram. Instagram. C'est Léa qui s'en occupe. Ce sont les étudiants qui le gèrent, c'est pas du tout nous. Donc Léa, tu peux rappeler le. Je connais pas leur base. C'est master. On va avoir l'info dans l'oreillette dans très peu de temps. Vous risquez d'entendre un peu l'oreillette parce qu'elle n'est pas très bien calibrée. Je crois que c'est master10_unim, il me semble, mais. Je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, voilà, il est sur... c'est ça. C'est ça. donc voilà, c'est évidemment d'autres manières de communiquer. Et ça nous paraît assez évident que voilà, c'est pas tant à nous, en tant que responsables, forcément, qu'on est convaincus par cette formation. Sinon, ce serait un peu paradoxal. Mais qu'évidemment, entre le chat est très réactif. Hein. Voilà, entre étudiants, c'est important d'avoir des retours et de pouvoir poser des questions qui ne seront pas nécessairement les mêmes que celles adressées à des responsables. Oui, mais c'est vrai que c'est une super idée de faire gérer ça directement par les étudiants. L'information est certainement pas du tout la même et certainement beaucoup mieux calibrée pour ceux qui s'interrogent sur ces études-là. Donc n'hésitez pas aussi à contacter via les réseaux. Donc merci pour cette présentation du master et si ça vous convient, on va passer à Léa, mais oui. Qui est là pour présenter son projet. Donc on va afficher la petite présentation de Léa. Est-ce que tu veux la présentation de suite ou est-ce que tu veux dire des trucs avant qu'on affiche la présentation? Peut-être le contexte. Oui, je vais l'expliquer au fur et à mesure. Donc ça je te laisse la main. Je fais comme ça. Vas-y. Ça marche ou pas? Non. Hop, ça y est, ça marche. Donc ça concerne un projet de design care qu'on a eu au dernier semestre, donc là sur la période de septembre jusqu'à décembre, début janvier, qui s'est fait en collaboration avec donc une doctorante qui s'appelle Eugénie Vaillant-Coindard et qui est au sein du laboratoire APSI, qui est un laboratoire de psychologie et qui travaille actuellement, donc qui vient juste de débuter sa thèse, sur la prévention et sur le fait de promouvoir la santé mentale au collège. Donc nous, notre but, c'était de répondre à Eugénie, qui était elle en tant que commanditaire, sur cette problématique-là, et donc de permettre un croisement entre le design et la psychologie. Donc pour ça, on avait 3 terrains différents qui se faisaient tous sur Nîmes, donc le collège Révolution, le collège Val-Sainte et le collège Emmanuel d'Alzon. Et donc on est une classe de 15 et on était séparés en 6 groupes de travail différents, à peu près de 2-3 personnes.
Et donc pour ma part, j'étais au Collège Révolution, qui est un collège public qui accueille des élèves de quartiers prioritaires et non prioritaires, et qui accueille en tout 495 adolescents. Donc pour vous expliquer un peu plus au niveau de l'enquête de terrain, donc pour vous donner un peu une image, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va directement sur le terrain qui était donc le collège pour prendre des photos, des vidéos si c'est possible, des sons, des notes, des verbatims, des croquis. Le but, c'est vraiment d'être en observation, de pouvoir comprendre comment fonctionnent les lieux et comment fonctionnent aussi les interactions entre les différents usagers de ce lieu. On a aussi pu faire différents entretiens semi-directifs avec les professionnels, les élèves, les profs. On a aussi fait passer des questionnaires, donc là c'était essentiellement pour les élèves, pour aussi apprendre à les connaître. On a aussi organisé des ateliers participatifs, donc là c'était en plus petit comité, mais le but c'était de questionner certaines choses plus précisément. Et ensuite, on est passé au projet. Donc, suite à ces enquêtes de terrain, 6 sujets différents ont été abordés par les 6 groupes différents. Donc, il y a eu la charge mentale, la musique comme vecteur de bien-être, la gestion des émotions et des conflits, le bien-être, la gestion des émotions et l'expression des émotions. Donc, je vais vous présenter. Donc, ça, c'est tous les projets de mes camarades. Donc, dans un premier temps, il y a le voyage émotionnel. Je ne vais pas tous les détailler, mais voilà, on va passer. Il y a le kit de la bienveillance qui là a été pris en main par un professeur principal et le but c'était d'aborder le thème de la bienveillance avec les collégiens pendant une heure de vie de classe. Il y a qu'est-ce que c'est la charge mentale, donc là le but c'était d'expérimenter, de définir et d'exprimer aussi la charge mentale avec des collégiens. Il y a verser, où là c'est un ensemble de moyens d'expression écrits, oral et plastique dont le but c'était de faciliter l'expression aussi des émotions des collégiens. Il y a Blue Music, là c'était plus pour expérimenter la musique en tant que vecteur de bien-être. Et mon groupe a travaillé sur la gestion des émotions et notamment des conflits dans un projet qui s'appelle Checkpoint. Donc on avait 4 objectifs principaux, notamment le fait de créer un climat scolaire propice, de résoudre une situation inadaptée, de créer une discussion réflexive et de rendre dans tout ça le surveillant médiateur de cette discussion. Donc pour ça, le surveillant, donc l'AED, avait à sa disposition un petit nuancier qui le permettait de guider au fur et à mesure cette discussion pour maintenir une conversation calme, enfin autant qu'il le peut. Voilà, ça ressemblait à ça en version prototype. Et donc il avait aussi ce grand tableau, cette grande carte à sa disposition. Et le but, c'était de partir du problème de départ, de faire chaque étape avec tous les collégiens qui sont concernés par la situation dite inadaptée. Et le but, c'était que l'AED, donc le surveillant, puisse poser des questions aux élèves et les emmener jusqu'à une réflexion pour trouver ensemble un compromis final. Et ce dispositif, si vous voyez des carrés coupés en 4, c'est qu'il peut être... donc c'est pour résoudre une situation de maximum 4 élèves. Voilà. Donc ça, c'est vu en situation. Et ils ont aussi la possibilité, comme vous le voyez en bas, d'exprimer leurs émotions. Donc on les a un peu aidés en mettant et des smileys et des mots. Et enfin, pour sceller ce compromis final, le but était qu'ils puissent faire un pacte de ce compromis en tamponnant leur carnet de liaison, leur cahier de liaison, et en notant la date et en chacun signant le pacte qui a été fait. Le but, c'est vraiment à force de comprendre quelles étaient les situations inadaptées, et de trouver des solutions ensemble, et voilà, de les acter, de comprendre ce qui n'allait pas, et d'essayer de ne pas le réitérer. Voilà, et pour cela, il y a plusieurs tests qui ont été faits auprès des collégiens et de l'équipe éducative. Il y en a eu 3 en tout, de retour de test et de prototypage. Donc on a fait un aller-retour de prototype, test, et on reprototype, et on en est arrivé là. Voilà. Eh bien, félicitations. Merci. C'est vraiment un super projet. Bon,
on en avait déjà un petit peu entendu parler, hein. Mais vraiment, c'est bien d'avoir des illustrations aussi, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est difficile d'arriver à faire comprendre ce qu'apporte vraiment le design, l'innovation sociale par le design social, et le fait de donner ce type d'exemple-là, c'est quand même ça qui permet vraiment de se projeter et de comprendre. Et puis je voulais juste rajouter, parce que justement ce projet qui a été d'abord pensé et porté par ma collègue donc Marine Royer, parce qu'on a chacun, moi je suis sur la question des risques, mais Marine elle est vraiment sur la partie design et care. Et en fait, dans les échanges qu'on pouvait avoir avec nos collègues de psycho, c'était justement de voir comment, et on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble, et d'ailleurs on a même, j'ai oublié de le préciser, que le cours sur les risques, il est mutualisé en fait avec un autre master de l'université, donc le master psychologie sociale de l'environnement, avec mes collègues Karine Weiss et Oscar Navarro, et sur le fait que justement on place les étudiants dans des situations finalement réelles d'interdisciplinarité. Et ce qui était intéressant, c'est que bien entendu la doctorante Eugénie, ça là-dessus, pouvait leur apporter toute la partie psycho que n'ont pas. C'est ce qu'on appelle en fait toutes les disciplines amies entre guillemets, au sens où connexes plus exactement, où en fait on se nourrit mutuellement des avancées et de ce qui peut être fait. Et là, c'était effectivement ce que vraiment mobilisait les étudiants et qui semblait particulièrement intéressant, c'était que très très vite, en fait, en assez peu de temps, ils ont pu, parce que les prototypes aussi, ils ont été réalisés au Fab Lab de Nîmes, puisque l'université a un partenariat avec, et ce qui permet à tous les étudiants... On salue le Fab Lab de Nîmes. Voilà, oui, c'est important de le dire. Et qui permet aux étudiants donc de justement réaliser et de maqueter pour cette réception du design dont je parlais, c'est-à-dire que les étudiants, ça n'a pas été, ils ont posé ça au collège et puis débrouillez-vous avec, c'est qu'ils ont vraiment avancé, enfin on ne le voit pas parce que là, Léa évidemment présente ce qui a été finalisé, mais en fait ça a été plein d'itérations, plein d'allers-retours où chacun s'enrichit mutuellement avec justement un public en plus, il faut le dire, qui n'était pas évident. Et ça, c'était ainsi un peu la question de départ des psychologues, en disant bien sûr qu'on a toutes nos méthodes, toute notre science et tous nos savoir-faire, mais finalement, cette population est un peu complexe à aborder parce que des collégiens, justement, la question de l'adulte n'est pas toujours évidente. Et là-dessus, les designers se sont vraiment positionnés dans la médiation, et je trouve qu'il en est sorti... je suis très admirative et très contente effectivement des résultats proposés par les étudiants sur un sujet vraiment pas simple, vraiment pas évident. Oui, moi je suis complètement d'accord. Il y a Laurine Monniès qui nous dit sur le chat il a l'air super, le projet sur la gestion des conflits. C'est normal. C'est son projet aussi? Oui. Ok, félicitations Laurine en tout cas, c'est un super projet. On va citer les deux camarades. Même et il y a aussi Sarah Plu. Oui, voilà. C'est ça, projet à 3. Ouais. Et moi, d'un point de vue extérieur, ce qui m'impressionne toujours, en plus, il y avait les journées portes ouvertes il n'y a pas très longtemps, et du coup, j'ai passé un bon petit moment avec vous pour parler des projets, c'est en fait à quel point, en n'étant pas du tout spécialiste du domaine, vous arrivez à avoir un regard extrêmement précis en fait, sur les thématiques. C'est-à-dire que 2 mois avant, vous y connaissiez rien, et finalement, vous arrivez à fournir une solution qui est vraiment complètement cohérente, quoi. On est vraiment dans la problématique, alors qu'on va parler d'hôpitaux, on va parler de vie dans les collèges, on va parler de Orano, et vous n'avez pas du tout une formation disciplinaire sur ces thématiques-là. Vous avez une formation pour vous apprendre une démarche. C'est ça en fait qui nous permet, c'est aussi ce pas de côté parce qu'on n'est pas spécialiste et qu'on ne prétend absolument pas l'être. C'est tout l'intérêt du travail interdisciplinaire avec ce pas de côté et c'est en fait ce regard que peuvent porter les designers et qui vient justement avec évidemment une dimension, on n'en parle pas, mais qui accompagne aussi la médiation. C'est qu'il y a un moment où on propose aussi des outils qui sont qui ont, alors ça fait moult débat, mais qui ont en tout cas une esthétique et une dimension sensible
qui permet aussi de toucher les personnes différemment. Et ça, c'est quelque chose d'important également à souligner, et ça fait partie des apports du design. C'est-à-dire toucher cette dimension sensible, émotionnelle et la dimension formelle de sa matérialisation permet aussi de faire bouger les lignes dans quels que soient les domaines. Oui, c'est ce regard extérieur sur les choses, mais enfin, qui est quand même très cadré. C'est un regard extérieur, mais c'est pas juste quelqu'un qui n'y connaît rien et qui vient donner son avis, quoi. C'est-à-dire que non, mais la procédure, la démarche qu'il y a et qui accompagne ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très précis en fait dans le fonctionnement. Donc, en tout cas, moi je suis toujours très impressionné quand je vois les travaux, parce que je me dis, voilà, en connaissant pas du tout la thématique, arriver à se l'approprier aussi rapidement avec autant de précision, c'est toujours très impressionnant. Et Rose qui nous dit félicitations pour ce beau projet, les projets de ce master sont passionnants. Et effectivement, Rose, tu as raison, on va pas te contredire. Non, c'est vraiment l'impression que ça donne pour ceux qui connaissent, puisque Rose connaît les projets aussi du master. C'est vraiment impressionnant, surtout quand on n'est pas dans le domaine et qu'on ne connaît pas du tout et qu'on découvre un petit peu. Quand on voit les résultats, c'est très très impressionnant. Félicitations à vous, en tout cas pour ce travail-là. Puis ça permet de montrer aussi, de dire que finalement, ce que nous on appelle le design social, c'est pas au sens du social tel qu'on l'entend en France, c'est-à-dire toujours au service des personnes en difficulté, et qu'on est vraiment dans le social au sens de la société. C'est pour ça que Master Design Innovation Société, et ça c'est important de le comprendre au sens... voilà, c'est pas... Et c'est plus sociétal que social. Absolument. Ouais. Et c'est cette dimension-là, on est en réflexion avec des collègues justement du laboratoire APSI sur la possibilité d'aborder dans des projets futurs les questions de nutrition, les questions de santé au sens santé physique, de sport, d'activité physique. Enfin voilà, c'est plutôt des questions d'opportunité au sens des commanditaires. Et les travaux qui sont menés avec le laboratoire d'innovation de la région Occitanie leur permettent d'aborder des questions très très larges qui ne sont pas que des questions effectivement de sociale au sens politique sociale, mais beaucoup plus large de société. Très bien. Peut-être pour terminer, si on n'a rien oublié, parce qu'il est toujours temps de revenir, ou si vous avez des questions avant qu'on coupe le live, n'hésitez pas à les poser. Léa, c'est quoi la suite pour toi, après le stage ? C'est une bonne question. J'aimerais bien... Alors là, je travaille actuellement dans un CHU, donc c'est vraiment une petite cellule design. Il n'y a pas encore de laboratoire qui est totalement attaché à ce CHU, mais j'aimerais bien devenir designer au sein d'un hôpital, de manière concrète, voilà. Mais après, à voir si ça se fait vraiment. Et sinon, ça m'intéresserait aussi beaucoup de devenir designer de service dans une politique publique, comme la région ou un département. Donc ça dépendra des opportunités qui s'offrent à moi. Voilà. Très bien, on ne doute pas qu'il y en aura beaucoup. Oui, moi non plus. Tu as raison. Et toi, Béatrice, la suite, c'est quoi ? La suite, je veux dire, développer. Alors pour moi, c'est plutôt en termes de recherche. Parce oui, bien sûr. Alors, si, il y a à la fois des choses au niveau du master, parce que chaque année, on retravaille sur les maquettes. Chaque année, il y a, comme je te le disais, de toute façon, aller chercher des commanditaires. Donc, d'aller trouver justement de nouveaux sujets. Et moi, ça, la question, au-delà des risques, la question de l'interdisciplinarité du design et du coup de cette mise à l'épreuve, parce que c'est pas le tout de parler d'interdisciplinarité, c'est du coup d'aller voir ce que ça peut donner. Et là, pour moi, ça va être de démarrer des encadrements de thèse et avec des géosciences et de la géographie, et de poser la question du citoyen capteur. Donc là, on est vraiment aux confins de ce que fait le designer, mais avec toujours finalement cette possibilité d'aller. Il n'y a pas de sujet où on pourrait ne pas aller, donc d'aller questionner ces choses-là. Donc voilà pour mes projets de recherche. Ouais, super, on a hâte de voir ça.
Si on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire, ou presque, sur le master et les projets, puisque quand même on a un délai un peu contraint, donc on a fait dans les grandes lignes. En tout cas, merci beaucoup, c'était un super moment, très agréable. On a appris plein de choses, j'imagine que dans le chat aussi. Et du coup, on va souhaiter aux gens qui nous regardent et qui sont peut-être en vacances une bonne fin de vacances. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre vendredi de la recherche. Merci beaucoup Yannick. Merci à vous, merci à tous. Au revoir. Au revoir.